Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un épisode pas comme les autres, vous allez voir, un épisode consacré au chef Clotaire Poirier. Alors je vais être honnête, il y a quelques mois encore, je ne connaissais pas ce chef de 33 ans et comme vous peut-être, je l'ai découvert dans le célèbre concours culinaire télévisé, le bien nommé Top Chef. Voilà des semaines que sous nos yeux, comme chaque année depuis maintenant 14 ans, des candidats s'affrontent et à l'heure où j'écris ces lignes, l'affaire est sérieuse. Il y a quelques jours, on a dû dire au revoir au si talentueux Valentin Rafali et la semaine prochaine, c'est la finale. Jorik d'Orignac est face à Clotaire Poirier et comme on peut l'imaginer, dans quelques jours, la vie de l'un de ces deux concurrents devrait un peu changer. Mais je sais maintenant que l'un des deux sait parfaitement s'adapter à tout. Comme vous, peut-être qui allez aujourd'hui profiter d'un épisode pas comme les autres puisque j'ai demandé au chef de me parler dans un premier temps de son expérience devant la caméra aux portes de la finale, puis de remonter le fil de son histoire pour en revenir à quelques jours du verdict. Et je ne m'attendais pas à tant de rebondissements. Vous allez être surpris. Car on a beau être vu par des millions de téléspectateurs, quand il s'agit de faire des épreuves imposées, c'est pas facile de montrer ce qu'on est. Et l'histoire, tout comme l'univers de Clotaire, sont singuliers. Allez, j'accélère. Thomas Ladonne m'a assisté au montage pour cet épisode. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef, et vous allez entendre ici une parole non formatée, alors que Clotaire touche aujourd'hui au Graal de la télé. Vous allez entendre une histoire sans filtre où les travers, les abus, les violences et les déviances du monde de la cuisine seront mises en lumière. Vous allez surtout entendre un récit inspirant qui vous donnera sûrement l'envie d'aller au bout du monde pour voir, pour savoir, parce qu'il y a là encore des choses à apprendre et parce que tout peut s'arrêter demain. Ça, c'est l'esprit du chef, mais je vais vous laisser le découvrir. Alors on commence par parler de l'actualité et puis ensuite, vous entendrez l'histoire de Clotaire Poirier. Comment on se sent à l'approche de cette date événement où la France va regarder se lever de couteau? Comment je me sens? Je me sens plutôt détendu. Parce que déjà c'est fait. Ouais. Donc c'est pas comme si demain je devais aller mettre la veste et aller cuisiner. Donc forcément la pression n'est pas la même. Toutes les épreuves sont passées. C'est ça, tout est passé, il y a plus qu'à savoir. On y pense ou quoi? Franchement, j'y ai pas beaucoup pensé ces derniers temps parce que j'étais pas mal occupé. Mais là, ça fait une semaine, ouais, quand même. Ça fait une semaine où je me dis, dans 5 jours, ou dans 4 jours, dans 3 jours. Petit chrono. Là, c'est demain. Ouais. My God. Est-ce que c'est une pression? Ou est-ce qu'à l'échelle de tout ce que tu as traversé déjà Parce que c'est une épopée, Top Chef, quand on y participe, j'imagine. Est-ce que c'est une grosse pression de se dire, oh là là, il y a ce truc final où je vais savoir, ou est-ce que finalement, tout ce qui était dingue était avant? Je pense qu'avant c'était dingue. Ce qui va arriver, ça va être dingue aussi, quoi qu'il en soit. Ouais. Et en tout cas, la pression, non, je dirais pas que c'est de la pression. Je dirais que c'est plus une genre de très longue attente. Ouais. ouais. Attendre les résultats de Top Chef, c'est comme, je sais pas, attendre un bébé, quoi, tu vois. Ah oui, carrément. Moi, j'allais penser que t'allais me dire le bac. Mais non, carrément, allons-y, quoi. Un enfant. Ouais, ceci dit, c'est une renaissance, pour certains. Après, il se passe quelque chose, forcément, donc. Ouais, non, c'est sûr. Mais non, la pression, c'est pas forcément quelque chose qui m'atteint énormément. C'est pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal de chance, je pense. Ouais, carrément. Et non, surtout très excité en fait, très excité. Et je suis surtout très heureux de me dire que demain je vais revoir un peu de monde. Ouais. Et je suis trop content de les retrouver. Et quoi qu'il en soit, ça va être un super moment. Est-ce que ton entourage partage cette quiétude qui semble être la tienne à l'idée de te dire on va voir, pas de pression, ou est-ce qu'autour de toi c'est ça, parce que parfois autour les gens ils sont plus énervés, plus curieux, plus impatients que les gens concernés. Ouais, je reçois pas mal de messages là, surtout les proches qui sont au courant et ils ont tous très très hâte, quoi. Et là je suis parti ce matin de Copenhague et hier soir en partant du boulot, voilà, ils m'ont tous souhaité bonne chance. Ouais. Et j'ai reçu encore des messages là de potes de Copenhague qui me disent je sais que c'est demain, allez, on croise les doigts. La pression monte pour sur le côté en tout cas, l'entourage se mobilise. Si tu devais, c'est difficile à dire. Et puis après, on fera un petit flashback. Mais parce qu'on est dans cette actualité là, parlons-en un petit peu. Si tu devais en quelques mots
définir l'aventure que tu viens de traverser, qui est une aventure de compétition, de dépassement, une aventure humaine aussi, parce qu'on a vu, tu as tissé des liens très forts avec certains candidats. Tu utiliserais quel mot pour décrire ce que tu as vécu dans Top Chef ? Je dirais que c'est avant tout une aventure humaine. Franchement, une belle aventure humaine. J'ai rencontré plein de gens extraordinaires. On a beaucoup échangé, on a passé beaucoup de temps ensemble, donc il y en a quelques-uns qui sont devenus un peu plus que des potes, je pense maintenant. Ouais. Oui, j'ai vu un épisode où on parle de frères, on parle de fraternité. Ouais, bah oui, voilà, l'épisode avec Val, bah voilà, je pense que ça se voit qu'on a passé énormément de temps ensemble. Lui, il vient de Marseille, moi de Copenhague, donc forcément, les jours où il y avait pas de tournage, on restait quand même sur Paris, dans cet hôtel, et du coup, on passait énormément de temps ensemble. Parce que c'est ça, en fait, vous avez des sessions de tournage, donc vous êtes tous, tout le temps, ensemble, que ce soit sur le plateau ou à l'hôtel, où vous dormez tous pendant combien de temps, en fait? Ça dure combien de temps? Le tournage dure 2 mois. Ah oui. Et donc c'est hyper dense. C'est assez dense, ouais. C'est pas très long, en fait. Pour mettre tout ça en boîte, ça veut dire que vous êtes au charbon tout le temps. Pas tout le temps, non. Il y a quand même des semaines où, qui sont un peu plus légères que d'autres. Je dirais que maximum, ça devait être 4 jours de tournage, plus après une journée d'interview. Et la semaine la plus light, je crois que ça devait être une journée de tournage. Ah oui. Ouais. Ouais, bon, là, ça va, ça se gère. Mais bon, ça reste dense, ça reste Ça reste quand même dense parce que de toute façon, la pression retombe pas vraiment, quoi. Parce qu'en fait, on est là à l'hôtel et on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on va avoir la semaine prochaine? Et puis, en fait, toutes les semaines, en fait, tout est remis en jeu. Donc, c'est pas parce que t'as réussi la semaine d'avant que ça va bien se passer pour toi cette semaine. Donc, une espèce de pression constante. Ouais. Et tout le monde gère ça à sa manière, quoi. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on sait pas dans Top Chef? Est-ce qu'il y a des trucs que toi t'as découvert et où tu dis non? Des trucs qu'on sait pas. Moi, je me rendais pas compte à quel point on était sollicité quand on cuisinait. Ah oui. Tu peux me raconter ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Exactement. Raconte-moi c'est tous les gens qui ont fait Top Chef hallucinent de ça. Des caméramans, donc des cadreurs qui ont besoin, en fait, parce qu'on s'en rend pas compte. Nous, on est derrière la télé, on trouve que c'est naturel. Bon, mais alors là, je vais émincer un truc, là, je vais détailler machin, là, je vais lever mes filets de... Mais en fait, un cuisinier, il parle pas quand il fait ça. Exactement. Donc, il y a quelqu'un derrière la caméra qui dit « Clotaire, dis-moi ce que t'es en train de faire. » Exactement. Et en fait, il y a quelqu'un devant toi qui te pose des questions et toi, tu sais même pas où t'en es. Tu sais même pas ce que tu vas faire. Toi, t'es dans le rush, et il faut que tu répondes à des questions et en fait, je crois que c'est ça le plus dur, en fait, c'est d'arriver à faire abstraction de tout ce qu'il y a autour pour pouvoir être créatif. Et je crois que j'ai eu beaucoup de mal à faire ça, en fait. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est pour tout le monde pareil, que la plus grande difficulté des gens qui font dans Top Chef, c'est d'arriver à parler, à raconter tout en faisant. Ouais. Et tout en cherchant ce qu'on va faire aussi. C'est vrai, ouais. Mais bon, ça a été un bel apprentissage au final parce que c'est vrai que j'ai l'impression que t'as beau être un bon cuisinier, je veux dire, le monde actuel, je trouve que c'est important de pouvoir communiquer et expliquer ce que tu fais. Traduire, exactement, parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir venir goûter ce que tu fais, donc au moins ça leur donne une idée et ça permet, je trouve que c'est important de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on fait. Et en tout cas, c'était un bon exercice. Si tu veux bien, on se fait un petit flashback. Ça marche. Vous écoutez Chef, le premier podcast qui vous fait découvrir l'histoire personnelle, la vie des plus grands noms de la gastronomie française. Moi, je suis de la région centre. J'ai un petit village qui s'appelle Saint-Denis-de-l'Hôtel. Et j'ai grandi dans une famille très prolo, de gauche. Je viens pas d'une famille où les gens rêvent beaucoup. C'est des gens très terre à terre, qui sont un peu dans un espèce de... c'est comme ça. Et il faut arriver à tirer un peu son épingle du jeu, mais sans trop rêver. On se projette pas. Ouais, sans trop se projeter. Moi, je viens de 2 familles en fait, parce que mes parents sont restés 5 mois ensemble quand ils étaient jeunes, et puis ma mère est tombée enceinte, ils sont pas restés ensemble, et donc en fait, j'ai grandi vraiment entre 2 familles qui se connaissent au final à peine. Du coup, j'étais une personne chez ma mère et j'étais une autre personne chez mon père. Pourquoi changer ? Parce que c'est plus simple. Parce qu'au final, j'ai l'impression que tes parents attendent un peu de toi que tu sois ce qu'ils veulent. Je trouvais que c'était plus simple de leur donner ce qu'ils veulent. Et alors, t'étais comment d'un côté et comment de l'autre ? C'était quoi les traits qui te caractérisaient d'un côté et de l'autre ?
Chez ma mère, j'avais un peu plus de temps pour moi, on va dire. J'avais un peu plus mon espace. Donc je pouvais un peu plus être tranquille. Je cuisinais quand même pas mal. Elle s'occupait quand même plutôt bien de moi. Très manuelle. Donc beaucoup d'activités manuelles, beaucoup de cuisine aussi, parce que ma mère elle cuisine beaucoup. Et chez mon père voilà, vit toujours en HLM. Donc pas vraiment d'espace pour moi. Je partageais ma chambre avec une de mes sœurs, parce que mon père a 4 filles. Donc du coup voilà, ça fait beaucoup de monde. Et vu que je suis le plus grand en fait, forcément j'ai toujours dû laisser la place ou le quignon de pain à la plus petite. Donc je me suis vachement mis en retrait là-bas. Et c'est vrai que j'y allais, je passais un peu de temps avec eux, je voyais qu'ils étaient contents en fait que je sois là et ça m'allait. Le job. Ouais, voilà, c'est ça. On va dire j'étais un peu plus à l'aise chez ma mère, ouais. Qu'est-ce qu'on mangeait, du coup? Chez ma mère, je me rappelle de porc Colombo. Je me rappelle, ouais. Porc Colombo, des endives au jambon, des brocolis à la vapeur trop cuits avec une tonne de beurre, plein de choses. Et en fait, ma mère bossait de nuit. Donc du coup, elle m'a laissé assez jeune être autonome pour me faire à manger. Donc j'ai des souvenirs je devais avoir peut-être 7-8 ans où je commençais déjà à toucher au gaz et à me montrer à faire des omelettes, des choses comme ça, quoi. Donc j'ai commencé avec ça. En fait, ton rapport à la cuisine, ça a d'abord été un rapport d'autonomie. Exactement. On parle pas de goût à ce moment-là. À ce moment-là, on parle pas de goût, mais... J'ai déjà noté qu'il y avait trop de beurre dans les brocolis. C'est peut-être rétrospectivement, ça, je sais pas. Mais... ouais, mais en fait, j'adorais ça. Mais on parle de goût, franchement, honnêtement. Je crois que j'ai toujours eu cette sensibilité pour le goût. J'ai toujours prêté beaucoup d'attention à ce que je mangeais. Et ça a toujours été très, très important pour moi de bien manger. Ah ouais, dès cet âge-là. Ouais, j'ai vraiment des souvenirs de resto où jamais je prenais le menu enfant, quoi. Il va falloir que tu perces un mystère aussi, là. Quand on dit région centre, c'est où précisément? Orléans. Quel département? D'accord. Voilà, 45. Okay. Ouais. Moi, je viens de la région centre, mais plus au sud. Et le rapport au restaurant, souvent, c'est quelque chose qui nous dirige, qui dessine quelque chose. Moi, on n'y allait pas. Toi, tu l'as déjà évoqué. Donc, vous alliez au restaurant? On allait au restaurant, ouais. C'était pour des moments de fête. C'était souvent avec mes grands-parents paternels, parce que ma mère et mes grands-parents paternels sont restés assez proches. Et du coup, on allait au resto de luxe du village, quoi. Et souvent, il y avait des escargots à la carte. Et souvent, je commandais 2 assiettes d'escargots, c'était mon repas, quoi. Escargots de Bourgogne. Escargots de Bourgogne avec la petite persillade et le pain. Trop bien. Comment ça se passe, du coup? Parce qu'à cet âge-là, malheureusement, on fait pas que se nourrir, il faut aussi s'instruire. Ouais. Comment ça se passe, le quotidien de ton enfance? T'as quel rapport à... L'école, déjà, moi, je suis dyslexique. Donc pour moi, me concentrer en étant assis, ça a toujours été assez compliqué. Souvent sur mes bulletins, c'était Clotaire est dans la lune, Clotaire, mais j'ai toujours été un élève assez moyen en primaire. Collège, j'ai redoublé en fait ma 5e parce que je foutais un petit peu bordel. Et à partir de là, j'ai commencé à me rendre compte que, ok, bon, j'aime pas forcément passer du temps ici, même si je déteste pas ça. Mais du coup, je me suis dit, ok, si tu t'y mets, ça va passer vite. Donc à partir de la 5e, j'ai commencé à arrêter de faire le con en cours et à m'y mettre. Ouais. Et j'ai commencé à trouver du plaisir en fait à écouter et à essayer de faire de mon mieux. J'ai assez vite réalisé que je voulais partir, voyager, je voulais faire voilà, je voulais pas me résoudre à la vie qui m'était offerte. Pour moi, c'était impossible de vivre cette vie-là. Je voulais pas. Je voulais avoir une vie extraordinaire. Et donc du coup, ça a passé par d'abord apprendre à me connaître. Parce que j'avais l'impression de pas me connaître en fait. J'étais, comme je t'ai dit avant, 2 personnes différentes dans 2 familles différentes.
J'en suis arrivé à un point où je me suis dit mais en fait je sais pas qui je suis. J'avais besoin de partir loin de tous ces gens-là qui attendent une personne en particulier et pour devenir en fait qui je suis vraiment. J'ai vraiment eu un gros coup, vraiment une grosse prise de conscience. J'ai eu donc ma mère s'est mariée avec un homme qui s'appelle Fabrice, qui m'a du coup élevé en même temps que ma mère. Ils sont venus ensemble, je devais avoir 3 ans, donc je l'ai toujours connu en fait. Et donc du coup lui il avait une sœur, donc que je considérais comme ma tante, et elle est décédée à l'âge de, je sais plus, je crois qu'elle devait avoir 33 ans, une rupture d'anévrisme. Et ça a été vraiment un choc. Je me suis dit ok, en fait ça dure pas. En fait on peut mourir genre demain quoi. Donc en fait j'ai pas le temps. C'est là où j'ai commencé à me dire ok, bon, tu veux partir, ok, c'est bien beau, mais il va falloir que tu gagnes de l'argent. Donc comment gagner de l'argent partout dans le monde avec un job? Et là j'ai commencé à réfléchir, j'ai toujours été attiré par la cuisine, et du coup je me suis dit, c'est là en fait, c'est cuisinier quoi. Est-ce que tu as un souvenir du moment où tu te le dis, de l'âge auquel tu te fais cette réflexion? Ouais, 14 ans. 14 ans, j'étais en 3e et j'ai demandé à faire mon stage dans un restaurant pour voir, et j'ai adoré. Stage de 3e. Stage de 3e, j'ai demandé à faire une semaine dans un restaurant. Ils m'ont dit ouais mais ça bosse le soir et tout. J'ai dit je m'en fous. J'ai eu une dérogation, etc. Et je suis allé faire ce stage et j'ai trouvé ça incroyable quoi. C'est quoi les premières impressions? Qu'est-ce qui te marque? Tu te souviens de quoi? Qu'est-ce qui t'a fait vibrer au premier abord? Qu'est-ce qui t'a fait dire waouh en fait Je crois que c'est les odeurs. Les odeurs. Ouais, c'était vraiment. Je suis rentré, je me suis senti bien tout de suite en fait. Il n'y a pas eu de doute. Il n'y a pas eu de oh là là, ça a l'air dur, oh là là. J'ai pas eu de point négatif en fait. Je suis arrivé, je me suis senti bien et on me donnait des trucs à faire. J'étais trop content de le faire et quand c'était l'heure de rentrer chez moi, j'étais là vivement demain quoi. Ah ouais. Et vraiment chance, à la fin, ouais clairement c'est une énorme chance. Je me rends compte qu'il y a plein de gens qui trouvent pas leur voie et qui vont de droite à gauche sans vraiment prendre du plaisir à travailler, et malheureusement on vit dans un monde où il faut passer beaucoup de temps au travail, et en fait moi j'ai la chance d'avoir trouvé un truc tout de suite où j'ai pas l'impression d'aller au boulot quoi. Et c'est quoi la suite du coup? Il y a cette révélation? Il y a cette révélation, et donc du coup je me dis vas-y banco, ça part. Donc du coup fin de 3e, je dis je veux faire un BEP. Donc je me suis dit ok, je fais un BEP 2 ans et hop, je me casse. Et ensuite, donc du coup j'ai fait mon BEP, ça s'est très bien passé, l'école hôtelière, j'ai vraiment accroché. Après là où j'ai moins accroché, c'était au niveau de mes camarades de classe, parce que en fait c'est quand même une voie de garage quand même à l'époque. Ouais. Et donc du coup, parle de quelle époque d'ailleurs? Début des années 1700. Ouais, t'as raison. Non, 2000. C'était 2000. Allez, ça va être désagréable. 2005. Ouais. Ouais, okay. 2005. Ouais. Ah, okay. Ouais, désolé. Okay, 2005. 2005. Je me suis dit ok, c'est pour moi. Et ouais, en fait, à l'époque, c'est le début des émissions télé, pour le resituer, parce que tu parles de tes camarades. 2005, c'est le début de Lignac, c'est Oui Chef. Exactement. C'est vraiment ça. Donc, on n'en est pas du tout à la starification. La France découvre que la cuisine peut être, alors en l'occurrence dans cette émission, un ascenseur social, mais peut être aussi une manière de s'exprimer et, in fine, de s'exposer. Ouais. On n'en est pas du tout au stade de la starification actuelle. Donc, c'est vrai qu'à mon avis, dans les classes, ouais, c'était hôteliers, il y avait plein de gens qui étaient juste là parce qu'ils étaient pas bons au collège en fait. Ouais. Et ça a été assez dur parce que en fait moi j'étais dans ma line en fait, et j'étais là en mode je veux tout savoir quoi, et je veux tout faire, et j'étais avec des gens qui s'en foutaient un peu. Du coup je me sentais un peu seul honnêtement. J'étais à l'internat aussi, et à l'internat c'était un peu le zoo quoi. Et moi j'avais été voir le surveillant, j'avais dit bon écoute, j'avais repéré qu'il y avait 2-3 pioles libres. Je dis écoute, tu me files mes clés, ma piole, t'entendras pas parler de moi. Et donc du coup j'avais ma piole, j'étais un moine, parce que pour moi c'était hyper important de prendre soin de soi, de dormir, voilà, c'était j'étais dans ma piole, je me couchais tous les soirs de bonne heure et je me réveillais en forme, et j'allais au lycée et je voulais tout savoir quoi. C'est hyper mature quand même. Je pense que c'est lié aussi à mon passé quoi, où en fait il a fallu que je sois hyper autonome assez vite,
Et je suis assez déterminé en fait, je crois depuis toujours, et je sais que pour accéder à ce que je veux, il y a pas 36 solutions quoi. Je pense que c'est comme dans tout. Dans la vie, si tu veux quelque chose, il faut y aller quoi. Ça va pas tomber tout seul, donc du coup, il faut bosser. Il faut être assidu quoi. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est seul dans sa piole de moine, comme tu dis, à cet âge-là? Est-ce que on se projette? Est-ce que tu rêves de choses? Est-ce que tu te vois plus tard? Ou est-ce que t'es focus sur ta journée du lendemain? Qu'est-ce qui se passe? J'étais plutôt focus sur ma journée du lendemain, parce que comme tu viens de le dire, il y avait pas forcément d'émissions qui faisaient rêver sur la cuisine. Ouais. C'était on se projette pas forcément. Robuchon ou Maïté quoi. Ouais. Donc on n'a pas forcément l'idée de carrière ou de choses comme ça. J'avais jamais entendu parler de restaurant étoilé non plus à ce moment-là. J'ai commencé à entendre parler de restaurant étoilé, j'étais en bac pro. Et en fait, je pense que c'est les étoilés qui m'ont amené à rêver un peu plus professionnellement parlant. Ouais. J'ai changé de lycée pour le bac pro parce que j'étais avec une copine qui était en générale. Elle est partie faire un BTS tourisme dans une école hôtelière qui est à Blois. Et du coup, j'ai suivi. Et j'ai adoré parce que du coup là c'était une vraie école hôtelière, parce qu'avant j'étais à Olivet, c'était plus une école pro. Donc là lycée hôtelier avec vraiment une rigueur, avec une vraie structure en fait, et aussi des stages en restaurant étoilé. D'accord. Et donc, du coup je fais mon premier stage en restaurant étoilé, et là j'ai fait genre ouais c'est fou en fait, tous ces gens qui savent tout ça autour de moi, et j'ai adoré. Franchement j'ai adoré direct. J'ai trouvé ça très dur, mais je m'en foutais, et je trouvais ça... J'étais hyper fatigué, mais je trouvais ça génial. En fait, les gens qui bossent en étoilé, c'est pas des gens qui sont là parce qu'ils veulent faire de l'argent. C'est pas des gens qui sont là parce qu'ils veulent avoir une vie. C'est des gens qui sont là parce qu'ils adorent ce qu'ils font. Et du coup, t'es entouré de gens passionnés, quoi. Et les gens passionnés, c'est passionnant. Et surtout quand ça parle de bouffe. Ouais. et donc du coup là je me suis rendu compte en fait du champ des possibles, et je me suis dit mais en fait je vais jamais pouvoir tout savoir quoi, c'est impossible. C'est vertigineux, et à la fois c'est encore une fois c'est une belle occasion de se dire qu'on n'a pas le temps quoi. C'est chaque journée est importante en fait. Ouais. Moi, je vis vraiment ma vie en me disant que vraiment, là, tous les jours, je me lève et je veux faire un truc, quoi. Je veux apprendre, je veux voir, je veux parler à quelqu'un, je veux me nourrir, en fait. J'ai fait 2 stages qui se sont très bien passés. Et ensuite, j'étais avec mon pote Mathias, qu'on voit dans Top Chef, au lycée. Et lui, il partait en BTS. Je me suis dit, bon, allez, un petit BTS. Et là, par contre, je voulais le faire en alternance. Parce que je me suis dit, c'est bon, je vois les stages, comment j'évolue en tant que cuisinier. Il faut faire. Il faut que je fasse, faut que j'aille bosser, quoi. Quand j'étais au lycée hôtelier, j'économisais toutes mes thunes, parce que je bossais le week-end. J'économisais mes thunes pour me faire un restaurant étoilé par mois. Donc j'allais craquer mes thunes dans des lunchs, parce que les lunchs c'est moins cher. Et je buvais pas d'alcool, rien du tout. C'était vraiment genre une carafe d'eau et le petit menu entrée plat dessert, quoi. Et je trouvais ça trop cool. Et en fait un midi, je vais dans un resto et j'adore. Et du coup à la fin je lui dis voilà, je cherche un apprentissage et j'aimerais bien le faire chez vous. Il m'a dit ok, viens. Donc du coup voilà, j'ai eu mon premier job en tant qu'apprenti dans un restaurant étoilé. C'était dans le Loir-et-Cher, et ça s'est super mal passé. Je suis tombé sur un chef qui était alcoolique, violent, colérique. Enfin, ça a été vraiment toutes les nuits, je cauchemardais de ma journée du lendemain. C'était horrible. J'étais très fatigué, moralement, physiquement. Et en fait, c'est un chef... c'est un chef très 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 dur qui a clairement, je pense, je sais pas s'il l'a fait volontairement, mais en tout cas, je pense qu'il y a pas mal de gens qui auraient pu être cassés par ça. Et moi, comme d'hab, à l'école, j'étais dyslexique, donc les langues ça allait pas, parce que c'était que de l'écrit, donc j'étais nul. Et en fait, tous ces gens-là qui me disent que je suis nul, en fait, moi ça a toujours été un moteur.
Donc en fait, que ce chef-là me dise que je serai jamais cuisinier, bah dans ma tête, je me dis tu vas voir. C'est fascinant quand même cette mécanique et c'est générationnel aussi. Je pense que les choses sont en train, j'espère, de changer. J'ai l'impression, en tout cas, ça change. Ouais, dans la sûr, manière évidemment. de manager et puis de transmettre les choses. Mais c'est fou quand même de se dire que on va appuyer, on va bloquer, on va faire mal en fait. Toi, t'as duré combien de temps dans ce moment-là? J'ai fait 6 mois. C'est long 6 mois quand au Ouais. quotidien. Ouais, 6 mois au quotidien où on me dit de fermer ta gueule, que tu seras jamais cuisinier, t'es qu'une merde. Je l'ai vu mettre un coup de couteau à un apprenti. Ouais, c'était chaud. Et puis un soir, il me chope contre un mur avec un couteau sous la gorge en me disant qu'il va me saigner. Et là, j'ai dit, bon, allez, je vais y aller. C'est bon. C'est barjo. Ouais. Ok, donc lui, on le laisse. Je vais même pas dire son nom. On s'en Non, on le laisse à sa connerie et surtout dans l'anonymat, c'est tout ce qu'il mérite. Exactement. Mais il a servi de moteur d'une certaine manière. Exactement. Pas donner raison aux débiles. Ouais, non, clairement, c'est clairement pas ce qu'il faut faire. Je recommande à personne de faire ça. C'est contre-productif total, mais moi j'ai la tête dure et pour le coup, pour moi, ça a été un moteur juste pour me dire, ok, tu vas lui montrer à ce gars-là qu'il a tort. Et donc, du coup, comment tu t'y es employé? La suite de l'histoire, elle s'écrit comment? La suite de l'histoire. Parce que si je peux me permettre, Clotaire, on était parti sur une idée de voyage, sur une idée de je tourne le dos à la région centre. On n'a toujours pas quitté la France. Ah, bah j'ai 18 piges, j'ai 2 secondes. Ouais, bon, je sais pas. Donc du coup, voilà. Ensuite, je suis toujours avec cette copine qui est en BTS tourisme, donc faut que je sois un peu dans le coin encore. Donc là, je trouve un autre taf sur Tours. Là, je tombe avec un chef qui s'appelle Benoît Pasquier, dans un petit restaurant, un petit bistrot. Et donc du coup, là, il me prend en tant que sous-chef. Et ça se passe plutôt bien. On fait beaucoup de choses nous-mêmes. Il y a pas vraiment de menu en fait. Donc c'est ce qu'il y a de beau, on le sert. Pas mal. Les frigos sont vidés à la fin de la journée, le lendemain on recommence. Les pâtés en croûte 2 fois par jour parce qu'il veut que ce soit le plus frais possible, le servitiel juste du four. Ah balèze. C'est un pâté en croûte. Ouais. C'est un peu de taf. Ouais, pendant 1 an, à faire 2 pâtés par jour, ça va. My God. Puis voilà, après c'est un chasseur, donc la période de la chasse, il part le matin, il ramène le gibier, on le vide l'après-midi et on le travaille genre la saison du lièvre à la royale, c'est du lièvre à la royale à désossé de l'intérieur jusqu'à 4h du mat à fumer des clopes et à boire du rouge en cuisine. Enfin c'est génial quoi. Ah là on est vraiment sur de la passion pour le coup. Complètement. Il y a pas de parasite là. Ouais, franchement ouais. Un chef très très dur mais juste. Ouais, juste. Donc voilà, je fais 1 an avec lui, ma copine finit enfin son BTS tourisme et nous voilà partis en Irlande à 20 piges. Ah, en Irlande. Voilà. Je me suis dit apprends l'anglais, pars dans un pays de l'Europe parce que voilà, pour les papiers c'est un peu plus simple quand même. Donc l'Irlande, Dublin. Qui n'est pas une terre particulièrement éclairée pour sa gastronomie en tout cas. C'est pas à l'époque, ouais. Ça commence à bien popper maintenant, mais à l'époque, ouais. Je voulais juste pas aller à Londres, parce que tout le monde allait à Londres. Et voilà, du coup, l'Irlande. Dublin, ça me plaisait bien. Et du coup, voilà, me voilà arrivé à Dublin, sans anglais, sans taf. Donc au début, c'est auberge de jeunesse, et puis voilà, je vais dans le seul 2 étoiles d'Irlande. Je débarque avec mon petit CV, avec 0 anglais. Le chef me dit come for a trial tomorrow. Enfin, il me texte. Je savais pas ce que c'était tomorrow. J'en étais là quoi. Mais c'est courageux ça, c'est hyper courageux. Tu vois, on en rigole maintenant et tout, mais quand t'es avec ton petit CV à l'âge qu'on a à cette époque-là, faut y aller quand même. T'as la barrière de la langue, t'as ton petit CV entre les mains. Ouais, encore une fois, j'ai la dalle quoi. Je crois que c'est ça, hein. C'est que j'ai pas le temps, donc encore une fois j'ai pas le temps, donc il faut le faire, donc c'est ce que je veux faire en fait, donc je sais qu'il va falloir que je passe par là, donc je m'en fous en fait. Dans ma tête je sais que j'y vais, je vais apprendre l'anglais et après je parlerai anglais et je pourrai aller ailleurs quoi. Donc ça commence par apprendre ce que signifie tomorrow. Donc voilà. Le lendemain, est-ce que tu es vraiment là? Est-ce que tu as fini par le comprendre? Est-ce que t'es bien? Ouais, c'est bon, j'y suis allé. Et du coup en fait il s'avère que ils ont besoin d'un coup de main en pâtisserie. Donc du coup, il me dit bah écoute, tu vas commencer en pâtisserie et ensuite une fois qu'on aura du staff en pâtisserie, tu passeras en cuisine. Donc je dis bah OK, c'est parti. En fait, là je tombe avec une équipe géniale en pâtisserie, que des Français. Donc mon anglais a pas beaucoup évolué. C'est le piège, toujours les chefs qui disent qu'ils partent en Angleterre ou au Royaume-Uni puis qui se retrouvent avec des Français, ils sont toujours français. Et par contre, équipe de fous,
parce qu'en plus on était sous-staffés, j'étais pas super bon et ils ont été hyper patients et j'avais plein de questions évidemment et en fait on restait des nuits blanches. En fait, ils me disaient là on n'a pas le temps, mais après le service on montre. Et en fait ça partait sur un truc. J'avais une autre question. Ah bah attends, je te montre. Hein. Puis après en fait on voyait les gars arriver. Il est quelle heure? Putain, il est 7h du mat. Bon allez vas-y, bah, on remballe, on recommence la journée quoi. Et c'était trop bien. J'ai adoré. Et ensuite ils m'ont appris à bosser le chocolat, le sucre, enfin plein de choses quoi, plein de biscuits, plein de crèmes, plein de machins. C'était trop cool. Ensuite ce petit moment se finit, je passe en cuisine et là le chef exé, c'était un fou. Un grand malade. Je l'avais vu faire en plus avec des gars, j'étais là, bon, jamais de la vie. Parce qu'en plus, moi, du coup, je sortais d'un chef qui me traumatisait, donc à côté, j'en avais rien à foutre. En plus, il parlait anglais, je comprenais rien, c'était parfait. Et je l'ai vu dire à des gars, ouais, dis que t'es ma pute et tout, machin, et tout. Les gars, c'était là, je suis ta pute et tout. J'étais genre, bon, c'est n'importe quoi. Et bref, donc voilà, je suis en cuisine, il se met sur moi, je décide de laisser couler. Et puis ouais, il y a un jour il me prend la tête, il me parle en anglais, je comprends rien. Il me dit mais tu crois que c'est une école d'anglais ici? Je dis non, je sais. Il me dit pourquoi t'es là? Je dis bah je suis là pour être meilleur que toi. Et à partir de là, il m'a mis la misère. Donc bon, je me casse de là après 6 mois. Non, même pas, je me casse de là après 3 mois. Et je trouve un taf de chef de partie viande poisson dans un étoilé. Trop bien, j'ai adoré, mais au bout de 3 mois, j'avais l'impression que je parlais anglais. Je me dis ok, faut que je parte. Je suis parti en Thaïlande. Ah. Parce que j'ai vu un reportage et je me suis dit il faut se positionner sur le marché de l'Asie du Sud-Est. Donc je suis parti avec 3000 balles, pas de visa, et je vais ouvrir un resto en Thaïlande. En termes de gastronomie, c'est plutôt une zone géographique qui est intéressante, stimulante, ouais, énorme. À fond, j'étais trop curieux de découvrir autre chose, vraiment quelque chose de complètement différent pour le coup. Et donc du coup, je me dis, ça va être chaud de trouver un taf, donc je vais ouvrir mon resto. Donc je pars à 21 ans avec 3000 balles en Thaïlande, un sac à dos, et je vais ouvrir mon resto. Et en fait, je tombe sur une île avec des gens. Et en fait, voilà, du coup, j'ouvre mon resto dans une jungle, dans une espèce de communauté au milieu d'une île qui s'appelle Copenhague. Et en fait, ça marche pas. Attends, excuse-moi, mais c'est la première fois que j'entends un truc pareil. Ça veut dire quoi, j'ouvre mon resto? C'est-à-dire qu'en fait, j'arrive, je débarque, et en fait, il y a un frigo de ménagère, 2 gaz, et ils me disent, bah, t'as qu'à le faire là, ton resto. Je dis, ouais, bah, de toute façon, j'ai pas de thunes, donc vas-y, ça part. Donc, du coup, bah, je commence à aller faire les marchés, machin, je tombe sur un Français qui était marié avec une Thaï, et elle voulait apprendre, ils avaient un resto, elle voulait apprendre à faire des desserts français, et moi, je voulais apprendre les produits Thaï. Donc du coup, le deal, c'est je lui apprends à faire des crèmes caramel, des mousses au chocolat, des îles flottantes, et je vais faire des marchés avec elle et elle me montre tout et on va en cuisine et elle m'apprend comment les travailler les produits quoi. Donc hyper intéressant. Voilà, je lance ce resto, ça marche pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est dans la jungle et qu'en fait les gens ils vont manger sur la plage quand ils sont sur une île. Pas bête. Ça se tient. Mais il y a quand même une communauté d'expats, ils sont contents de manger un peu autre chose que de la bouffe thaï, parce que je faisais de la bouffe avec des produits de l'île, mais avec mon savoir-faire à moi. Donc voilà, il y avait une cuisine un peu différente quoi. Donc ça commence à marcher, et sauf qu'en fait, moi je gérais ça comme un resto, donc c'est-à-dire que je faisais mon marché le matin, j'allais chercher mon poisson au port, et puis ensuite je faisais ma mise en place et j'étais prêt et j'attendais les clients quoi. Et en fait, du coup, j'avais énormément de pertes parce que il y avait pas forcément beaucoup de clients. Donc du coup, j'ai commencé à changer de format où en fait, à l'époque, c'était Facebook et en fait, les gens me précommandaient ce qu'ils voulaient manger 24 heures à l'avance et ils venaient manger. Comme ça, t'avais les stocks adéquats. C'est ça. Et tu gérais le truc. C'est ça. Et donc là, du coup, j'ai commencé à un peu gagner de l'argent et donc après, j'ai loué un petit local sur genre l'avenue principale quand t'arrives sur l'île. Et donc petit local, donc là du coup j'ai commencé à prendre un avocat parce que j'avais toujours pas de visa pour travailler. Ah oui, c'est vrai. Donc il fallait bien qu'il y ait un nom sur le truc.
Donc voilà, des magouilles. Et je me retrouve à faire des travaux dans un petit local, à installer de la clim, à faire des machins, un comptoir, à aller chercher une vitrine réfrigérée sur Bangkok, à me démerder quoi. Pardon, mais t'es tout seul à ce moment-là? J'ai ma copine qui est venue, qui elle a trouvé un taf d'assistante manager d'un resort. D'accord. Et moi je me débat avec ce que je peux quoi. Donc j'embauche un gars aussi parce qu'à un moment donné il y a les flics qui passent, donc moi je dois passer de l'autre côté du comptoir, faire genre bah j'attends, je sais pas, parce que s'il me fait choper je suis mort. Et donc tu fais les clients quand les flics passent? Ouais, c'est ça. Et donc du coup là c'était un petit café, ouais, donc je faisais des trucs un peu salés aussi, donc je faisais des petites quiches, des trucs, des petites pâtisseries, et j'ai commencé à me faire mon fromage de chèvre aussi là-bas parce que ça coûtait cher. Donc j'ai trouvé un gars qui avait des chèvres, donc c'était un Français. Et les mecs, j'arrive, il était chez Père, et il me dit ouais tu peux m'appeler Krishna et tout. Je dis ouais je veux t'acheter du lait, il me dit non moi l'argent et tout. Donc impossible d'avoir du lait, et un jour il vient, il mange des madeleines, il me dit bon incroyable. Est-ce que ça te dit tu me donnes des madeleines, je te donne du lait. Donc j'avais du lait de chèvre, je faisais mes fromages. Et j'ai embauché un gars, et le gars était bouddhiste, et en fait là-bas il y a vraiment une culture de demain ça existe pas quoi. Donc en fait le mec quand il avait assez d'argent il venait pas bosser. C'était une galère aussi. Donc ça en termes de management c'était un bel apprentissage aussi quoi. Parce que je sortais de cuisine où tu te faisais péter, et en fait ça marchait comme ça, et là en fait t'apprends que non en fait faut vraiment que tu sois cool avec les gens parce que faut leur donner envie de venir bosser quoi. Pas inintéressant ça. Ouais. Rapport de force complètement inversé. Totalement ouais. Donc ouais c'était marrant. Et puis en fait c'est une île où il y a une full moon, les full moon parties. Les fameuses full moon parties. Et en fait première full moon où je suis ouvert, je me fais dépouiller en 2 heures. J'ai plus rien à vendre. Donc là je fais ok, la prochaine faut que je sois prêt. Du coup j'investis toutes les thunes que j'ai. J'achète un congélateur parce que j'étais tout seul à produire, donc en fait je peux pas tout produire frais pour le jour même. Donc je stocke. 2 jours avant la full moon, grosse coupure d'électricité sur toute l'île. J'avais pas de générateur, j'ai tout perdu. Et là, j'étais un peu au fond du trou là. J'avais plus rien. Avec ma copine, ça se passait pas super bien non plus, parce qu'on avait vraiment 2 vies différentes. Moi, j'avais jamais eu le jour de congé. Je bossais comme un chien. Je me levais à 5h du mat pour aller chercher mon poisson au port. Je devais faire de la mise en place pour un resto, plus de la mise en place pour un café, plus gérer le gars qui vient pas bosser, plus gérer. C'était. Et donc du coup là je crois que là j'ai fait une dep et j'ai dit bon ouais, tu sais quoi, je me casse. Je me suis séparé de ma copine et je suis rentré sur Paris. Pas une thune, il me restait un pantalon qui était ouvert jusqu'au genou. Et du coup j'ai 2-3 contacts sur Paris. Et là, je dis, vas-y, faut que je taffe. Et là, je rentre, on met en contact avec Christian Constant, top chef. Et il cherche un sous-chef. Il me propose de devenir sous-chef au violon dingue, donc j'ai 22 piges. Et je débarque dans une cuisine avec un stress monumental, 17 gars à driver, un chef exé qui est plutôt chaud. Et j'ai pas le niveau, en fait. Tout simplement, avec le recul, clairement, j'ai clairement pas le niveau. Donc là, ouais, là ça a été grosse claque. Je faisais un peu le cador, honnêtement. Je pense que j'avais pas la maturité. Je faisais le cador, j'étais là sous-chef de Christian Constant dans un étoilé à 22 piges, 17 mecs à driver, et j'en pouvais plus quoi. Et je crois que je me suis un peu perdu. Et puis en fait, je commence à rester à boire des coups à la fin de service, et puis en fait il y a de la cocaïne, et puis du coup je commence à tiens allez vas-y un petit truc, je goûte, hop. Ah puis en fait ça veut dire que je suis pas fatigué, donc je peux faire la fête. Et en fait je me rends pas compte que en fait je fais de la merde. Donc ça dure 1 an. J'ai eu une bonne période de 2 mois où j'en prenais vraiment beaucoup, et à ce moment-là j'ai dit ok faut que j'arrête ce truc. C'est n'importe quoi. Je sais plus qui je suis. J'en prenais beaucoup trop, et je décide d'arrêter. Impossible d'arrêter parce qu'ils en avaient, donc ils m'en proposent, donc voilà. Et là je dis ok je quitte mon job et je me casse de Paris parce qu'il faut vraiment que je parte de ce truc là quoi. C'est pas du tout bon, et je suis en train de devenir un gros con quoi.
Je pars. Et puis en fait, j'ai mon chef de Dublin, parce que Dublin, c'était quand même resté un endroit que j'avais aimé. Je m'étais fait pas mal de potes, et j'ai mon chef de Dublin, je lui dis, voilà, j'en suis là, il me donne en fait, il me demande des nouvelles, je lui dis, bah, j'en suis là, il me dit, bah, écoute, moi, j'ai un taf pour toi, si tu veux venir faire le sous-chef. Je dis, allez, banco. Donc, du coup, je débarque. Un mois après, il me dit, bah, en fait, je me casse, je vais dans un autre resto, on va ouvrir, on cherche une grosse équipe. On va choper une étoile. Et donc, du coup, je dis, bah, dis, je te suis. Et là, je débarque, il y a une équipe de fous. C'était que des chefs d'étoilés ou sous-chefs d'étoilés. Pas de commis, pas de stagiaires. Que ça, quoi. Et là, on bosse comme des chiens. En 3 mois, on chope l'étoile. Ouais, tu bosses qu'avec des gars qui sont hyper forts, quoi. Y a personne qui check quoi que ce soit parce que tout est carré, quoi. Donc ça, c'était hyper bien, hyper confortable, mais beaucoup de taf. Parce qu'on n'était pas beaucoup. Et à Dublin, je commence à découvrir autre chose que le taf. Je commence à découvrir la musique techno. Et j'aime ça. Et du coup, je sors énormément, mais toujours en me tenant éloigné de tout ce qui peut faire que en fait, je suis pas bon au boulot le lendemain, quoi. Et c'est là où je commence vraiment à prendre conscience qu'il faut que je prenne soin de mon corps. Et c'est cool si tu vas écouter de la musique le soir, mais bois pas et prends rien et va te coucher pas à 6h du mat, quoi. Ce qui est déjà un challenge, voilà. Ouais. C'est ça aussi, parce que ce qui est déjà un challenge de sortir et d'enchaîner une journée. Donc ouais, je pouvais sortir 5 fois par semaine, mais je buvais une bière, j'allais écouter un peu de musique, 2h du mat je partais, je rentrais chez moi, la douche, je me levais et j'allais bosser, quoi. Balèze. Ouais. Mais ouais, j'y allais tout seul, quoi. Et vraiment là, il y a un monde qui s'ouvre à moi et je trouve ça extraordinaire et je commence à me dire qu'il y a pas que la cuisine. En quoi ça te parle et qu'est-ce qui s'imprime de ça? Qu'est-ce qui te parle dans la musique, dans ouais. Je crois que c'est un peu comme la cuisine, quoi. C'est des gens qui ont une passion et quand t'es DJ, tu te couches tard, tu vis en décalé et sans penser à l'argent, sans penser à combien de temps t'y passes. Juste la question, c'est est-ce que t'aimes ça, est-ce que tu kiffes, ouais. Et je me suis senti bien là-dedans aussi, quoi. Mais encore une fois, ouais, sans perdre de vue le taf et le fait de prendre soin de soi. Le jour de mes 25 ans, je pense que c'est le moment pour moi de partir. Ça fait 2 ans et je me dis que j'ai encore plein de choses à voir, donc il faut que je bouge. Sinon, ça devient trop confortable et je vais m'enterrer, j'aurais vu que ça. Donc à ce moment-là, je rencontre ma copine Marie-Lys, avec qui je suis encore à l'heure actuelle. Parce qu'à Dublin, j'ai monté une grosse coloc. Où en fait, quand j'ai débarqué à Dublin, je parlais pas anglais, je galérais, les papiers, la banque, c'était compliqué. En fait, je me suis dit, je vais juste aider les gens qui sont dans ma situation. Et en fait, j'ai monté une grosse coloc avec Max et Kandou, qui seront là demain. Et en fait, ouais, le but c'était, on accueille les Français qui veulent apprendre l'anglais. On leur file 1 mois gratos de loyer et un canapé et on les aide à faire toutes les démarches de papier, de banque, de trouver un taf. Et après, ils partent et ils font leur life. Et du coup, ma copine, elle faisait partie de ces gens-là, quoi. Donc, elle a débarqué à la coloc et puis, elle est restée. Ah oui, là, elle est bien restée. Ouais. Donc, okay. Ensuite, on décide de partir en Australie parce que elle, clairement, le boulot, elle s'en fout. Elle veut du soleil, elle en a marre de la grisaille de Dublin et c'est peut-être par là qu'il faudrait commencer. Moi j'ai une théorie à ce niveau, c'est parce que on dit souvent aux enfants, je fais un aparté qui m'est cher. On dit souvent aux enfants qu'est-ce que tu veux faire plus tard. On leur dit rarement où est-ce que tu voudrais vivre. Et je trouve qu'elle a assez raison de se dire qu'il faut peut-être commencer par l'endroit où l'on se sent bien avant de se demander ce qu'on va y faire. Fermons cette parenthèse. Vous partez en Australie. Ou alors même juste de ce que tu veux faire de ta vie, sans forcément de là où tu veux vivre. Parce que souvent c'est vrai qu'on demande ce que tu veux faire comme boulot, mais ça définit pas forcément la vie que tu veux avoir. Je trouve que c'est bien aussi parfois de le prendre, comme moi avec le voyage, je savais que je voulais voyager, j'ai pris le boulot de cuisinier parce que ça m'attirait, mais surtout parce que ça me permettait de voyager, quoi. Ouais. Non, mais il faut revoir ces trucs-là, il faut arrêter de demander aux enfants ce qu'ils veulent. Les enfants n'écoutaient pas la conseillère d'orientation. À fond. Donc Australie. Je débarque à Melbourne et là je rejoins des potes de Dublin qui étaient partis là-bas aussi et donc du coup je me dis je veux bosser parce que du coup l'Australie pareil culinairement parlant ils ont pas une énorme si tu demandes ce que c'est la spécialité culinaire de l'Australie c'est le barbecue quoi. Donc à partir de là t'as vite fait le tour quoi.
Donc là, je me dis, ok, j'arrive à Melbourne, grosse communauté asiatique. Et je me dis, je vais bosser dans un resto où je connais rien du tout de la cuisine. Donc, je débarque dans un resto qui s'appelle Maha. Super resto, cuisine orientale. Hyper intéressant. Et là, du coup, c'est un hat. Donc, c'est, je dirais, équivalent à une étoile. Et voilà, je suis embauché en tant que sous-chef. Ça se passe super bien. J'ai adoré bosser là-bas. Vraiment, une ouverture, en fait, sur les épices, sur de la cuisine aussi très végétarienne. C'était une belle claque et très très bon souvenir. Qu'est-ce que tu découvres là? Une approche, des produits? Une approche, ouais, vraiment une approche en fait. C'est ça, quand on se parle de végétarisme et qu'on n'est pas habitué à ces codes-là, c'est plus une manière, une philosophie d'envisager la cuisine et l'assiette, plus qu'une histoire de produits, parce qu'au final, bon, les produits. Ouais, exactement, ouais, et surtout en fait venir pimper ça avec des épices, quoi. Et je découvre plein d'épices que je connaissais pas du tout. Et je me dis, waouh, il y a encore tout ça à apprendre. C'est ouf. Et j'ai trop aimé bosser là-bas. Vraiment, c'était trop cool. J'ai fait 6 mois parce que malheureusement, le visa permet pas de bosser plus. Qu'est-ce qui s'est passé après? Quelles ont été les grandes étapes qui t'ont marqué, que tu retiens après tous ces voyages, toutes ces rencontres aussi? Parce que là, on sent qu'il y a plein de gens en fait qui ont commencé à mailler ton histoire et qui sont autour de toi. Je dirais que les personnes vraiment marquantes, déjà il y a Marilys, ma copine, qui m'a vraiment ouvert à, parce que justement après cet taf-là à Melbourne, en fait on a acheté un 4x4, on a fait 35 000 bandes dans le 4x4 pendant 1 an. Et en fait j'ai pas travaillé longtemps et ça m'était jamais arrivé. Et parce que du coup t'as plus de loyer à sortir, quoi. Ouais. Donc t'as moins besoin de thunes. Et en fait j'ai découvert en fait la vie sans le boulot. Et ça ressemble à quoi? C'est trop bien. C'est vraiment trop bien en fait. Tu te découvres aussi d'autres buts. Tu découvres l'ennui. Tu découvres en fait l'intérêt de l'ennui aussi. Genre le fait de s'ennuyer, ça te permet de rêver. T'as des genres de moments où en fait c'est comme une méditation en fait, où ta tête elle part et tu rêves de plein de choses en fait. Tu rêves de plein de choses et en fait c'est vertigineux, quoi. C'est un décrochage. Ouais, gros décrochage de la cuisine à ce moment-là. Bon, même si clairement dès que je partais en rando, je regardais des trucs à manger sur le chemin, des trucs, des plantes, des machins. Ah oui, ça on se refait pas. Ouais, mais petite parenthèse. Ouais, petite parenthèse, beaucoup de rando, beaucoup de nature et je me sens bien. Et je me dis que j'ai envie d'intégrer ça dans ma vie et je me dis qu'il n'y a pas que la cuisine. Ouais, t'es en train de trouver petit à petit. Et depuis que t'es petit, en fait, il y a ça, il y a comme une espèce de petite quête de ce que tu dois avoir toi dans ta trousse, dans ta caisse à outils. C'est exactement ça. L'équilibre, la personnalité, ok la musique là, ok mais sans ça, ok, petit à petit tu fais ton chemin, tu dis ok voilà, tu te dessines. T'es parti très tôt en te disant j'ai besoin de savoir qui je suis et au final t'as jamais lâché cette espèce de petite quête qui n'est pas une petite quête en fait, qui est la quête de toute une vie, de savoir qui on est. Je crois de tout le monde, quelque part quand même. Mais ouais, c'est ça, je crois que je vis des expériences et ensuite je garde ce qui est positif et je retiens ce qui est négatif pour pas le refaire, quoi. Après ça, grosse étape, il y a eu l'Argentine. Ça a été trop bien. Pourquoi l'Argentine? Qu'est-ce qui fait qu'on va en Argentine? parce que mes profs de collège qui me disaient que j'étais nul en espagnol et en anglais, je voulais leur montrer que je pouvais parler 3 langues. Dire un truc à Clotaire, c'est le payer un jour ou l'autre. Donc du coup, je me suis dit que j'allais apprendre l'espagnol, vu qu'ils disaient que j'étais nul. Donc je suis parti à Buenos Aires, j'ai trouvé un taf, et taf de ouf, encore une fois. C'est un resto qui est fermé maintenant, mais qui était dans le 50 Best, trop, franchement un des meilleurs restos de Buenos Aires. Et encore une fois, équipe de fou, j'ai commencé à apprendre énormément sur la fermentation. Et ouais, juste voilà, encore une fois, tu débarques, t'es dans la merde, tu comprends rien, tu parles pas espagnol, t'as pas d'appart, t'as pas de boulot, et vas-y, là quoi, il faut se démerder, quoi. Donc je débarque à Buenos Aires,
Et voilà, et je trouve ce taf, et donc je débarque. Au début, pendant un mois, c'est de la méditation parce que tu comprends rien. Et puis au fur et à mesure, en fait, moi, je traînais toujours avec eux, parce qu'on bossait 6 jours sur 7. Et du coup, voilà, à jouer au foot le mardi soir avec un autre resto après le service. Donc à 2h du mat, tu te retrouves à faire un foot dans les rues de Buenos Aires, à boire une petite bière, et à 5h du mat, tu rentres chez toi et t'as bu une bière et t'as fait un foot. Et des choses comme ça, quoi, faire des assados. J'ai découvert l'assado là-bas, qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel, qui a un vrai savoir-faire pour le coup, et une vraie manière de cuisiner. Même si le resto dans lequel je bossais, on faisait pas d'assado, mais avec les potes, en fait, on se faisait des assados sur les toits. Il y a beaucoup de barbecues sur les toits à Buenos Aires. Donc ouais, voilà, après 6 mois à Buenos Aires, j'estime que je parle espagnol, donc on se casse avec ma copine et on va acheter un van au Chili, quoi. Donc on achète ce van, et encore une fois, le but c'est de passer un peu de temps sans travailler, quoi. Break. Ouais. Encore un bon petit break de 8 mois. Donc on s'est fait toute la Patagonie. Beaucoup de rando, quelques galères, beaucoup de bons souvenirs, des belles rencontres. À se faire embaucher dans un petit village qui s'appelle Chili Chico par des gauchos pour cuire 40 agneaux al palo pour un réveillon, tu vois. C'est drôle. T'es là avec les mecs, ils sont au vin rouge à 10h du mat, ils arrivent avec leur cheval et les 5 chiens qui suivent derrière, et on allume le feu, c'est parti. On met les agneaux sur la croix, et y a là, quoi. Jorge Monopoly qui a un super resto à Ushuaia, et lui en fait c'est vraiment un mec qui a passé un peu de temps avec moi. On a été cueillir des choses, j'ai vraiment commencé à découvrir ce truc de cueillette avec ce gars-là, qui en fait est coupé du monde pendant 9 mois de l'année, entouré de neige, et qui se démerde, quoi, avec ce qu'il a en été. Et ça a éveillé ma curiosité sur toute cette cuisine-là, et c'est pour ça que je pense que je bosse dans le resto où je bosse à l'heure actuelle. Ouais, ça a été une bonne expérience, l'Amérique du Sud. Comment on est arrivé jusque-là, justement? Il y a eu des steps entre les deux, ou c'est la suite de l'histoire? Entre quoi? Entre l'Amérique du Sud et là où tu te trouves aujourd'hui. Entre l'Amérique du Sud et là où je me trouve aujourd'hui, ouais, il y a eu le Covid déjà. Ouais. Donc Covid a débarqué. Ceci dit, toi t'as fait quelques breaks, donc ça en fait un de plus. Ouais, c'est imposé clair. Celui-là, c'est toujours un peu plus chiant quand on choisit pas, mais. C'est clair. Covid arrivé, j'étais en Bolivie. Rapatriement, au bout de 2 mois à glander en Bolivie, je me suis rendu compte que ça allait durer un peu l'histoire, et donc du coup on a essayé de rentrer. Et là, complètement perdu. Je savais pas du tout quoi faire. Je voulais pas bosser en France. Je voulais pas. Pourquoi? Parce que mes expériences en France se sont pas très très bien passées à chaque fois. Tu vois, il y a eu ce chef qui était hyper violent. Il y a eu ce truc de chez Constant où il y avait quand même une atmosphère très dense, très violent, des gens qui prenaient pas soin d'eux. Et puis là, je me suis vraiment détaché de ce truc de oui chef, de machin, ça me saoule ces trucs. Et du coup, c'est marrant, en étant allé à l'étranger, t'as découvert un mode de management, de transmission et d'échange plus sain, plus humainement, plus respectueux aussi. Complètement. C'est fou, hein, parce qu'on est quand même la patrie, entre guillemets, de la gastronomie autoproclamée. Hein, il y en a plein d'autres, évidemment. Hein. Mais on fanfaronne beaucoup autour de... Ouais, c'est vrai qu'on fanfaronne. On a un très très beau... On a de quoi fanfaronner aussi. Ouais, on a un super... Mais c'est fou de se dire qu'en cuisine, derrière, les conditions sont pas les... Ouais, c'est juste des générations et des générations de gens qui se posent pas de questions, en fait. Et qui sont pas forcément éduqués non plus. Voilà, c'est des gens qui se disent ça a marché pour moi, alors ça marchera pour eux, quoi. Ouais. Et sans réfléchir à combien de vocations tu casses, combien de gens tu casses. Ouais. Et pour en avoir un parmi 50 qui survit, quoi. Ouais, c'est ça. Alors qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc pas de France. Donc pas de France. Non, je veux pas bosser en France. Et du coup, ma copine, ses parents, ils ont une maison à Biscarrosse. Et donc du coup, on se dit confinement, allez autant aller à Bisca. Donc le médecin traitant me fait une ordonnance comme quoi j'ai besoin de surfer pour ma santé mentale. Tu donneras l'adresse de ton médecin. Et je commence à surfer, quoi. Et là je découvre une communauté aussi de ouf, des gens trop cool, qui vont se coucher de bonne heure, qui boivent pas, qui fument pas, et qui se lèvent à 5h du mat pour aller s'envoyer une session avant d'aller au boulot, quoi. Donc j'ai trouvé ça trop cool. Et puis je me suis dit tu sais quoi, je vais surfer. Et je me suis dit je vais trouver un taf là pour le Covid s'est terminé, l'été est arrivé. J'ai dit tu sais quoi, je vais trouver un taf, je veux surfer.
Et j'ai trouvé un taf, je faisais des pokéballs et des burgers dans un petit resto de plage. Et en fait, les patrons trop cool parce que lui, les deux sont passionnés de surf. Lui, il a un club de surf. Et donc du coup, il m'a dit, je lui ai dit, écoute, je viens bosser pour toi. Par contre, je te dis, moi, je veux surfer. Donc en fait, je veux avoir accès aux planches. Voilà. Et donc du coup, il m'a dit, pas de souci. Tu viens, tu prends les planches que tu veux quand tu veux, et voilà quoi. Donc c'était le deal. C'est sympa d'avoir une main d'œuvre aussi qualifiée pour faire des burgers. Alors c'est très bien les burgers et les pokéballs, mais bon. Ouais, donc clairement. Et donc du coup, voilà, je passe ma saison. Je fais une saison d'été à Biscarrosse. Et voilà, et je suis un moine quoi. Parce que forcément il y a des bars, il y a la fête, il y a tout ça, et moi je suis là en mode je suis là pour surfer, donc je sortais pas, je buvais pas, et je surfais tous les jours. Trop bien. Ouais, c'était trop cool. Et après ça, je me suis dit bon, allez, c'est fini les pokéballs et les burgers, je me fais un peu chier quand même. Ouais. J'ai envie de m'y remettre, et donc du coup, ça faisait longtemps que je regardais Cadeau, là où je travaille, et je me suis dit je vais bosser là-bas. Pour que les gens se resituent, les gens ne connaissent pas forcément Cadeau. C'est à Copenhague. C'est à Copenhague. C'est ça. Et donc, ma copine qui n'aime pas le froid. Ouais, parce que voilà, c'est toujours une destination, c'est particulier. Allez, viens. Ouais, c'est ça. Donc là, je lui explique. Elle me dit, ouais, les îles Canaries, tout ça, Barcelone. Je dis, ah, vas-y. Je veux aller bosser à Cadeau. Donc elle me dit, vas-y, tu sais quoi, tu me saoules. On va à Copenhague, t'as 1 an. T'as 1 an pour faire ce que t'as à faire, et voilà. Donc du coup, on débarque à Copenhague. Je débarque à Cadeau avec mon petit CV. Bonjour, je suis cuisinier. Je faisais des pokéballs et des burgers pendant 6 mois. T'as un taf? Ouais, j'ai fait autre chose avant quand même. Ouais, non, mais bien sûr. Mais... Attention, je l'ai même pas mis sur mon CV en vrai les pokéballs et les burgers. Mais ouais, du coup, je débarque et ils me disent bah non, on n'a pas de taf. Je fais ok. Ben je suis dans la merde parce que maintenant je suis là. Et oui, c'est ce que j'allais te dire parce que t'es quand même parti. Ah ouais, non, mais moi tu veux y aller, t'y vas quoi en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Et j'ai souvent ce que je veux de toute façon. Mais après, ceci dit, si tu campes devant la porte, c'est exactement parfois, ça. C'est ce qui s'est passé. Ben pas exactement, mais on va dire j'ai un peu forcé quoi. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je suis à Copenhague, j'ai pas de taf, et là je commence à me dire putain où est-ce que je vais bosser, parce que les autres restos me branchaient pas de ouf. Et en fait, quand j'étais à Dublin dans ce restaurant où j'étais sous-chef dans l'étoilé là. Il y avait un gars qui s'appelait Cody, qui était mon commis. Et en fait, ce Cody, maintenant, est sous-chef à Noma. Autre petit restaurant. Voilà, autre petit resto. Et donc, du coup, on se capte 15 jours après que je sois arrivé pour boire une bière. Et il me dit, bah alors, t'en es où? Je dis, bah mec, je vais bosser à Cadeau et tout, mais il y a pas de taf, quoi. Et il me dit, mais mec, c'est impossible de rentrer à Cadeau. Il me dit, si tu savais le nombre de personnes qui veulent bosser là-bas, en fait, c'est tellement un resto où ils prennent soin de leurs employés que tout le monde reste, il y a pas de turnover, en fait. Donc, il m'a dit, bonne chance. Et il me dit, bon, tu fais quoi en temps? Je dis, bah, écoute, je galère. Il me dit, bah, tu sais quoi, viens à Noma. Je dis, non, c'est bon, j'ai 50 ans en cuisine, là, oh là là, c'est pas pour moi. Et il me dit, viens, tu verras. Je dis, faut faire 3 mois de stage pour après faire 2 semaines d'essai. Ouais. Je dis, non, j'ai 31 ans, mec, je vais pas faire 3 mois de stage, quoi. Il me dit, non, c'est toi et tout, tu viens, tu fais 2 semaines d'essai. Je dis, bon, ok. Donc, j'ai un entretien avec le chef. Il me dit, première semaine, tu regardes, deuxième semaine, on te regarde. Pression. Donc je fais ma première semaine. Bon, c'est gros quand même. C'est une grosse structure, cuisine que je connais pas du tout, une organisation que je connais pas du tout. Mais ça se passe bien. Voilà. Je galère un peu, mais ça se passe bien. Et puis la deuxième semaine arrive et là je dis bon bah vas-y, je vais arriver à la section quoi. Donc du coup. Quand tu parles de section, parce qu'on parle souvent de l'organisation du Noma. Ouais, qui est c'est des sections en fait. C'est ça. Il n'y a pas de entrée plat dessert. Voilà. C'est des sections et en fait tout est fait pour que ce soit pour que en fait les sections aient le temps de préparer les plats qu'ils doivent envoyer et en fait le menu est réparti sur les sections de manière à ce que ce soit oui, que ça s'enchaîne, ouais, ça s'enchaîne bien. Et en fait, du coup, la fille qui était avec moi sur la section, qui était en charge de la section, me dit qu'est-ce que tu fais? Je dis bah en fait, je dois runner la section là cette semaine. Elle me dit non, t'arrêtes tout de suite, mec, tu fais pas ça. Je me dis ok, elle a pas compris. Donc bah je vais prendre la place. Donc, du coup, le lendemain, j'arrive 2 heures plus tôt, je lance tout, je montre ce que je sais faire, voilà. J'étais là en mode ils me regardent, donc c'est parti quoi. Je leur montre ce que je sais faire quoi. Et voilà, la semaine se termine, je me fais 2-3 potes, c'était cool, et le chef me chope, il me dit bon, on parle et tout, donc on va s'asseoir. Moi j'étais en mode c'est bon, j'ai le taf.
Kenneth, qui est le chef exé de Noma, qui est un mec super intelligent, que je respecte beaucoup. Et il me dit, bon, ça va pas le faire. Et là, genre, c'est la première fois que j'ai pas un taf, quoi. En plus, je m'étais donné à balle et tout, vraiment. Chez moi, j'étais là, je réécrivais tout, machin. J'ai jamais été aussi investi dans un essai que là-bas, et j'ai pas le taf, quoi. Il me dit, ok, ça va pas le faire et tout, ton attitude, ça va pas. Parce que j'avais tendance, en fait, à faire bosser pas mal. J'ai remarqué qu'en fait, il y a beaucoup de stagiaires qui ont un niveau très différent. Donc, il y en a qui sont étudiants, il y en a qui sont sous-chefs dans des 2 étoiles. Et en fait, ils utilisent la masse de stagiaires tous les mêmes. Enfin, ils leur donnent tous comme si c'était des petites mains, quoi. Et en fait, j'ai remarqué que les chefs de partie, du coup, couraient beaucoup. Et donc, du coup, j'ai dit, bah, en fait, eux, ils vont faire le taf. Et moi, enfin, je vais vachement plus déléguer, en fait, et moi, je vais juste être là pour checker, quoi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Le chef, il a pas kiffé. Et on va dire, j'étais pas un bon petit soldat, quoi. J'étais pas en mode, oui, ok, j'étais là, genre, vas-y. Je levais un peu les yeux, quoi. Et donc, du coup, bah voilà, il me dit, ton attitude, ça va pas le faire. Par contre, t'es bon, tu veux bosser où? Je dis, bah, je veux bosser à Cadeau. Et 2 jours après, j'ai un message de Cadeau. Bon esprit, quand même. Ouais. Pas mal. Non, franchement, je le remercie encore. Je l'ai revu depuis. Et moi, je lui ai dit, bah, merci, quoi. Merci, parce qu'en fait, c'est ce que je dis, en fait, c'est qu'il a compris que j'étais pas fait pour une structure de 50. Mais là encore, c'est une intelligence managériale. S'il aurait pu juste te dire, t'es un con, tu corresponds pas, dehors. Exactement, ouais. Donc, ouais, non, trop cool. En vrai, sur le coup, c'est une grosse claque. Ouais. Parce que ça fait mal quand même de pas avoir un taf, surtout quand tu te donnes à fond. Mais derrière, il m'ouvre les portes de Cadeau et donc, du coup, je débarque et en fait, le chef, il me dit, donc je fais une journée d'essai. À la fin de la journée, il me dit, bon, bah, je veux un sous-chef. Je dis, écoute, je veux bien prendre les thunes si tu veux, mais je t'explique, je vais pas être bon. Parce qu'en fait, je connais pas votre cuisine, je connais pas votre organisation, je connais rien. Je dis, tu me laisses 1 an. Pendant 1 an, parce qu'il y a 2 restos. Un, c'est qui est sur une île, là où je suis en ce moment, où on fait toute la cueillette, on a le jardin, etc. Je dis, tu me laisses 1 an, je veux faire toutes les sections. Je veux faire les 2 restos en entier, plus 2 mois de cueillette au printemps, plus le jardin, et après tu me mets sous-chef. Petite pensée pour la petite amie qui avait signé pour une seule année et qui se retrouve alors que son mec est en train de négocier plus d'1 année déjà dans son dos. C'est ça qui se passe. C'est à peu près ça qui se passe. Voilà. Ouais, je me dis qu'à bout d'un moment, on va aimer, c'est bon. Pensez pour elle. Et donc, ouais, non, c'est vrai que bon. Mais de toute façon, je suis déterminé. J'arrive à convaincre. Qu'est-ce qui te plaît dans cette idée que t'as de chez Cadeau? C'est quoi qui t'attire? C'est la cueillette. C'est la cueillette, c'est leur approche de la cuisine. Découvert en Amérique du Sud. Exactement. C'est à partir de ce moment-là que cette petite graine, elle. Ouais. Et mes potes aussi à Buenos Aires qui m'ont appris toute la fermentation s'inspiraient énormément aussi de ce qui se passe au Danemark. Parce que culturellement là-bas en fait c'est concret quoi. T'es obligé. Ouais, c'est ça. Si tu veux jouer avec la nature qui t'offre des choses sur des séquences beaucoup plus courtes que chez nous. C'est exactement ça. Ouais. Et tu le vois même dans les vieux appartes. À la base, au début quand on a débarqué, on était dans les vieux quartiers. Ouais. Et il y a un petit placard à fermentation dans tous les appartes quoi. Vraiment. Mais ouais. Ouais, c'est tout ça en fait. C'est tout ce monde-là. Encore une fois, c'est une cuisine que je connais pas et je veux découvrir et ça m'attire énormément et voilà, en fait, c'est ce qui m'a poussé à aller là-bas, quoi. T'y es depuis combien de temps? Ça fait bientôt 3 ans maintenant. Désolé Marie-Lys, je t'ai menti. Elle s'y sent bien. Maintenant, ouais, ça va. Maintenant, ça va, ouais. Ça veut dire que ça n'a pas toujours été très marrant. Non, elle m'en a fait voir pas mal pendant 1 an. Un jour, on fera un épisode sur les femmes de chefs qui... Il faut. Ouais. C'est des warriors. Ouais. Parce que franchement... D'endurance, en tout cas, c'est des warriors. On est quand même des têtes très très dures. Comment on en arrive de ce bout de l'Europe à la télévision française? Et B, parce que... Oui, bonjour, M6. Je vous appelle parce qu'on a une petite émission, on voudrait que vous veniez. C'est exactement ça. Non, c'est vrai? Ouais. J'ai reçu un message un jour sur Instagram. Je suis casteuse pour Top Chef. J'ai vu ton profil, ça a l'air cool. Est-ce que ça te dirait de faire Top Chef? Donc bah, sur le coup, j'ai dit non. Enfin, j'ai pas dit non. Sur le coup, j'ai pas répondu. Je l'ai même dit à personne.
Mais tu t'es dit quoi quand tu lis ça? Pourquoi tu réponds pas et pourquoi tu... Sur le coup, je me suis dit, incroyable! Parce que je regardais Top Chef depuis toujours, moi. J'ai toujours kiffé Top Chef. Et je me suis dit, c'est trop bien et tout. Puis après, je me suis dit, mais en même temps, je me vois... Enfin, la cuisine que je peux faire à cadeau, ça n'a rien à voir avec ce que je peux faire, en fait, sur Top Chef. Parce que on utilise... Il y a vraiment une sensibilité, en fait, particulière quand on cuisine là-bas. Parce que on n'achète presque rien. Ou alors, ce qu'on achète, on sait exactement d'où ça vient, qui le fait. On a été voir le gars, on sait son prénom, on sait, enfin voilà, et on a énormément de condiments qu'on utilise, qu'on va cueillir nous-mêmes. Donc c'est-à-dire que tu ouvres une jarre de, j'en sais rien, des pommes de pin de Scott Pine qu'on était avec ton écriture dessus il y a 1 an, et tu sais que t'étais avec telle personne quand t'as été cueillir, qui faisait nuageux, tu vois. Et du coup, ça a une âme. Il y a vraiment une âme en fait. Et il y a vraiment une sensibilité particulière à utiliser tous ces beaux produits parce que il y a vraiment de nous en fait dans ce qu'on met dans l'assiette, genre vraiment. Et là en fait à Top Chef je savais très bien que oui, ça va être un garde-manger qui n'a pas de nom en fait. Ouais, exactement, c'est ça un truc un peu standard. Même si ce qui est normal hein, même si franchement les mecs qui s'occupent du garde-manger à Top Chef font un taf de ouf. Vincent et ses équipes, franchement respect parce que ça va pas être facile. Mais c'est vrai que moi t'as pas le lien. Moi ça me parle pas en fait. Bosser comme ça me parle pas. Et j'avais peur en fait. Je me suis dit je vais aller là-bas, c'est pas du tout ma zone de confort. Et en fait je vais me ridiculiser quoi. Parce que je vais pas pouvoir montrer ce que je peux faire. Tu vas jouer sur un terrain qui est pas le tien et on va te juger à fond. Déjà que c'est compliqué de passer à la télé, donc en plus c'est de juger sur un taf dans lequel tu mets toutes tes tripes depuis que t'as 15 piges. Et que t'as des gens après qui vont te dire c'était vraiment c'est super bien, tu vois. T'étais là, j'ai pas envie de ça en fait. Et donc du coup je réponds pas. Je me dis je vais pas le faire. Et en fait bon, en parlant autour de moi, notamment Marie-Lise qui me dit mais attends en fait on te propose là parce qu'en fait du coup il y avait aussi ce truc là je me suis dit à 30 et quelques balais passés, ce serait bien que je commence à ouvrir un business parce qu'en fait à force de voyager tout ça, ma retraite j'aurais pas. Donc à un moment donné il va falloir que je me crée un petit truc pour moi quoi. Et elle me dit mais attends, tu veux ouvrir un truc pour toi, tu veux commencer à travailler pour toi. Donc en fait là on te propose un truc où il y a genre 2 millions de personnes qui regardent, donc 2 millions de clients potentiels. Les banques ça va aussi être un petit plus, pour trouver du staff ça va aussi être un petit plus. T'es con quoi. C'est vrai que sur le papier bon. Ouais c'est plutôt voilà. Mais il y a la peur quoi, tu vois. La peur de passer pour un con, c'est plus fort que tout parfois. Ah bah oui non mais c'est bien légitime. Surtout si tu vas sur un terrain sur lequel on n'est pas préparé ou qui n'est pas le sien ou dans une direction qui ne nous parle pas. Ouais, c'est ça quoi. Enfin ça m'a jamais fait peur, mais là d'être filmé et que tout le monde le voit, ça fait flipper quoi. Mais bien sûr. Mais je trouve que l'échec ça fait vraiment partie du processus, mais là c'est un échec où en fait c'est ce qui reste, tu vois, en fait. Bien sûr. C'est ce que les gens et puis c'est comme si t'appelais l'attention de tout le monde. Je vais me gaufrer là. Venez voir, vous êtes nombreux, venez. Ouais, c'est ça. C'est quoi les premières impressions quand t'arrives et que tu débarques finalement à Top Chef? Quand j'arrive et que je débarque à Top Chef, alors déjà, premier jour, je débarque à Top Chef, c'est un pote qui me dépose, et en fait, on arrive un peu à la bourre, et on a rendez-vous à l'hôtel, où on va tous crécher, et ils sont tous en bas en train de fumer des clopes, et là, je vois leur tête à tous. Et je reconnais Val et Jorik. Et je fais, trop bien. Parce que Jorik, on s'était déjà rencontrés, sur un pop-up que j'avais fait sur Paris, ils étaient venus manger avec l'équipe de Nezo. Et Val, je venais juste de le découvrir, en fait, sur Insta. Et je trouvais que c'était cool ce qu'ils faisaient et tout, et j'étais trop content en fait de les voir. Donc direct je débarque, ça va. Et ouais non, première impression trop bonne. Ils sont tous plutôt détentes, tous contents d'être là, avec plein de personnalités différentes. Et ouais je me dis ça va être cool. Et quand le tournage démarre, tu te dis quoi? Tu te rends compte de quoi? Qu'est-ce qui te... Quand le tournage démarre... Sur les premiers pas, sur le plateau... Ben en fait, les premiers pas, c'était pas sur le plateau, parce que les premiers pas, en fait, c'était en extérieur. Ah oui. Donc là, en fait, en plus, on arrive avec une épreuve où... Je dois dire quand même, parce que aux gens qui nous écoutent, par honnêteté, je n'ai regardé Top Chef qu'à 2 reprises. Je suis un habitué, j'en ai vu plein, mais j'en ai tellement vu que je les ai tous vus. Au bout d'un moment, j'ai une petite lassitude, je dois le dire. Et cette année, je n'ai vu que 2 épisodes.
Mais écoute, je vais partir tout de suite parce que c'est intolérable. Je t'ai vu, toi. Bon, bah, ça va alors. Et ouais, non, première épreuve, je me sens très à l'aise parce qu'en fait, on est sur une épreuve où, en fait, clairement pour la première, je pense que la production veut envoyer un peu du lourd. Donc en fait, on est assez libre de ce qu'on va pouvoir proposer. On a les sujets quand même un petit peu à l'avance, même s'il y a énormément d'inconnus, mais au moins on sait un peu ce qu'on va pouvoir faire. Et donc du coup, j'arrive et je me dis, ok, l'épreuve c'est 2 heures. Je me dis, sors un truc que tu peux faire en 1 heure avec une main dans le dos, parce qu'il y aura plein de trucs que tu vas pas gérer. Et donc du coup, fais un truc simple et impactant. Ouais. Et donc du coup, je sors un truc simple et impactant. Donc clairement, l'épreuve, les doigts dans le nez, parce que j'ai jamais une seule fois couru. J'étais vraiment tranquille, dans ma zone de confort, parce que j'ai pu proposer un truc qui me ressemblait. Et le jury, les réactions, ça fait quoi au début de s'y confronter? Parce que là, c'est pas un chef dans sa cuisine, quoi. C'est des chefs qui sont reconnus, évidemment. Tu penses aux caméras, aux gens qui vont regarder. Tu prends comment au début ce rapport qui s'installe avec les chefs? En fait, on n'a pas tant de ça, en fait, en dehors du tournage avec les chefs. Ouais. Ils sont là pendant le tournage, mais on se mélange pas trop, les chefs et les candidats. Et puis je pense que voilà, ils sont contents de se retrouver eux déjà dans un premier temps. Donc il se passe un peu de temps avant vraiment de commencer à lier des liens avec les chefs. C'est quoi tes premières réactions quand tu les vois, toi qui as été d'abord spectateur de Top Chef, quand tu vois ces figures qui sont emblématiques et pour la gastronomie et pour la télévision aussi à double titre? C'est un truc chouette, ça te fait plaisir? Ouais, évidemment, c'est super cool de les voir, de les rencontrer. Et puis en plus, on a eu la surprise cette année d'avoir Dominique Crène et Stéphanie Lequelec. Et je t'avoue que quand Stéphanie Lequelec débarque, je suis là genre bon, oh, elle a l'air sévère. Elle. En fait, je crois que c'est une de mes préférées. Ouais. C'est une des premières en fait. C'est vrai qu'on a l'impression que Stéphanie Lequelec, elle avait être dure. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais. Mais en fait, elle est trop cool. Et elle est surtout très carrée, très explicite. Et j'aime beaucoup ça, les gens directs. Ouais, clair. Et c'est la première à venir me parler aussi en off, où en fait elle a goûté ma poire. Et en fait, elle vient vers moi, elle me tend la main, je lui prends la main, je dis bonjour. Et le premier truc qu'elle me dit, c'est ta poire là, magnifique. Et là, je fais bon, bah en fait, elle est cool. Ouais. donc c'est cool. Elle met à l'aise très très vite. Puis voilà, au fur et à mesure de la compétition, on apprend à tous les découvrir avec certaines affinités évidemment. Mais non, des gens super cool. C'était quoi tes affinités de départ? Toi, tu t'es orienté vers qui? T'avais envie de côtoyer qui? Est-ce que t'avais des figures de sensibilité? Devine. Je sais pas, moi je peux pas te dire. Non, c'est Paul Perret. Ouais. Paul Perret, voilà, ce côté un peu... hyper carré, exactement, la rigueur. Pas créatif, pas machin. Ouais, voilà, j'avais l'impression qu'on avait plus de points en commun, ouais, voilà, et c'est le cas. Ça s'est plutôt bien passé quand même. Il est super cool. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, vraiment cool, et que ce soit en off ou même sur le plateau, quoi. Parfois, j'avais l'impression qu'il m'aidait pas trop parce qu'il me faisait des commentaires, mais j'étais là, mais ce que tu me dis, là, il me faut 2 jours pour le faire. Ouais. Mais voilà, ouais, un peu parfois en dehors des réalités, mais en tout cas, super belle rencontre et une vraie vision. Est-ce qu'il y a eu des surprises? Qu'est-ce qui t'a surpris dans cette aventure? Des choses auxquelles tu ne t'attendais pas? En fait, je crois que ce qui m'a le plus surpris, c'est moi. Parce que je suis pas très compétiteur. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu un moment, je me fais éliminer, en fait. Là, j'ai un genre de déclic, quoi. Et là, je me surprends, en fait, à me remettre dedans, quoi. Vraiment un genre de... Un peu comme cette histoire de... compétiteur, mais t'es parti en Amérique du Sud pour montrer que tu pouvais parler espagnol. T'as continué les cuisines parce que c'est pas de la compétition, certes, mais il y a quand même une idée de attends. Ouais, mais ces profs-là, ils savent même pas que je suis parti en Amérique du Sud. C'est pas pour eux, c'est pas contre eux, c'est pour moi. Et Top Chef, au final, c'est pas contre les autres, c'est pour toi aussi. Mais j'ai eu, pour être honnête, je l'ai pris à la légère, très fort, en me disant que si je le prenais trop au sérieux et que je perdais, ça allait être trop dur. Ouais. Et du coup, vraiment, j'y suis allé, mais en mode, bon, allez, on y va, on va voir ce qu'on va devoir faire. Je vais leur sortir un truc, ce sera sûrement moins pire, et puis je passerai la semaine d'après, quoi.
Et c'est un peu ce que j'ai fait en fait. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Un certain Cachot. Ah. Il a un peu la même attitude. Ouais, sauf que lui, il faisait des coups de cœur. Ouais, mais alors détente. Hein. Ouais, non, mais après, je sais pas si on l'a fait pour les mêmes raisons, mais ouais, moi, je crois que c'est plus une question de me protéger qu'une vraie détente. Ouais. Parce que, ouais, c'est, voilà, encore une fois, c'est ce genre de truc d'avoir peur de passer pour un con, quoi. Et c'est pas mal quand même comme stratégie, parce que là, on en est à se parler alors que tu vas soulever un couteau et que potentiellement c'est toi qui vas remporter cette émission emblématique, donc c'est plutôt une stratégie payante. Ouais, mais bon, au final, voilà, tu vois, au final, je sors à un moment donné, donc c'est pas forcément une stratégie payante. Ouais. Et en fait, je sors quand je sors, en fait, je suis assez soulagé, pour être honnête, parce que j'ai aussi Marie-Lise qui est enceinte de 7-8 mois à Copenhague, qui doit se gérer toute seule, et je culpabilise aussi beaucoup. Et en fait, au bout d'un moment, ça m'amuse plus, quoi. Ouais. Ça m'amuse plus vraiment d'être là. Parfois, je suis là sur le plateau et je suis dans ma tête, quoi. Ouais. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Ouais. Je pense à Marie qui est là-bas et je suis là. J'ai l'impression d'être un genre de... Qui est là-bas alors qu'elle ne voulait pas y être à l'origine. Ouais. C'est ça. Je le rappelle. Et que c'est l'hiver et qu'elle déteste l'hiver. Et moi, je suis là et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, les épreuves qu'on me proposait, je pouvais pas en fait montrer ce que je voulais montrer. Et j'étais hyper frustré. Et en fait, au moment donné où je pars, en plus je pars face à Val, donc en fait, à ce moment-là, je suis presque content même de partir. Parce que pour Val, c'est tellement plus important. Je sais que pour lui, il est là et il a la gagne, Val, et il se donne à fond en fait dans tout ce qu'il fait. Et je trouvais ça presque injuste que ce soit moi et pas lui qui passe. Donc à ce moment-là, c'est moi qui pars. Je suis soulagé. Je rentre chez moi à l'hôtel. Je suis bien. Je me dis que dans quelques jours, je suis à Copenhague et que c'est parfait comme ça. Et la production me rappelle le lendemain, me dit « Hey, il y a la brigade cachée !» Et en fait, je raccroche et je suis là, j'ai la flemme de ouf de faire leur brigade cachée. Je veux juste rentrer chez moi, les gars. Foutez-moi la paix, quoi. Ouais. Et en fait, j'appelle Marie-Lise en lui disant « Bah en fait, je rentre pas. Je vais faire la brigade cachée. Mais je t'avoue que j'ai trop la flemme. » Et là, elle me dit « Mec, ok, je repose juste la situation, là. Je suis enceinte de 7-8 mois, là. Ok, je gère tout à la maison. Toi, t'es là en train de faire ton Top Chef. Et tu me dis que t'as la flemme. Tu te fous de ma gueule. » Elle me dit, vas-y. Et tu niques tout. Donc là, j'ai fait, ouais, elle a raison. Donc là, ça m'a mis un bon gros coup de boost. Et je suis retourné en mode, ok, je vais tous les plier, quoi. Là, je me suis dit, ouais, vas-y. Donne tout. Ok, donc là, c'était vraiment le déclic. Ouais, là, c'était un gros déclic et je me suis dit, ok, là, j'y retourné. Vraiment, tu te donnes à fond. À ce moment-là, il restait 2 semaines de tournage. Je me dis, vas-y, 2 semaines, t'y vas à fond et tu gagnes ce truc, quoi. C'était quoi le truc le plus difficile que t'aies vécu dans cette aventure? Le truc le plus difficile, ça a été justement la brigade cachée. Ouais. Il y a eu un petit moment, en fait, où en fait, je voyais encore Val le soir. Et parce qu'on se voyait tous les soirs, de toute façon. Parce que l'idée de la brigade cachée, pour ceux qui n'auraient pas suivi Top Chef, c'est qu'il y a une brigade qui continue d'évoluer en parallèle. Exactement. Et les gens qui sont dans Top Chef, dans la compétition originelle, ne savent pas de quoi est composée cette brigade. C'est ça. Ouais. Et en plus, nous, on nous fait signer un paplard comme quoi on n'a pas le droit de le dire, quoi, vraiment. Et là, en fait, je me retrouve à l'hôtel avec Val. Et c'est mon pote. Ouais. Et je dois lui mentir. Et ça, c'est horrible, quoi. Mais comment tu justifies que t'es encore à l'hôtel? Ben, je lui dis que voilà, les avions, enfin voilà, quoi. Alors, et en fait, je justifie que je suis à l'hôtel en lui disant que je pars demain. C'est mon dernier soir. Et que j'ai mon avion demain, quoi. Et ça a été dur. Ça a été dur de passer ce moment-là avec Val, où lui, il était vraiment dans quelque chose de vrai, dans des vrais au revoir. Et moi, j'étais là en mode, poteau, quoi. Tu vois, genre, t'as vraiment quelqu'un qui vit quelque chose avec de l'émotion, et moi, je suis là en train de lui mentir, quoi. Ça, c'était dur. On l'embrasse. C'était pas toi. C'était la prod. Est-ce qu'il y a moi, je me suis toujours demandé s'il y avait des trucs fake. La déguste. Comment on fait pour faire une déguste dans Top Chef? Les plats, ils arrivent combien de temps après qu'ils soient sortis d'entre vos mains? Alors, il y a toute une petite orga. Apparemment, avant, les jurés mangeaient froid. Ouais, c'est ça. Et en fait, maintenant, ils sont complètement fous, quoi. Enfin. Ben ouais. Mais bon, bah après, voilà. Bon, après, c'est des palais tellement dingues que je pense que même en mangeant un plat froid, ils sont capables de, lire la structure, la grammaire.
J'imagine, mais c'est vrai que ça met pas forcément en valeur notre boulot, quoi. Donc ça, c'est fini. C'est fini. Maintenant, c'est fini. Maintenant, ils le mettent au micro-ondes. Et voilà, tout va bien. Ouais, enfin bon. Non, je déconne. si ça se passe comme ça, oh, le poisson, il est trop cuit. Ouais, bah mec, ouais, bon, mais on va faire les plans des lustres avant le micro-ondes parce que sinon le truc va être... Non, du coup, en fait, à la fin de l'épreuve, au moment où il faut lever les mains, fin du chrono, en fait, le plat qu'on a dressé, il part en fait sur ce qui s'appelle la tournette. Donc en fait, c'est la prise de vue que les gens voient à l'écran. Ouais. Où c'est un genre de mini studio avec le plat qui tourne et qui est filmé. Et ensuite, en fait, il y a une petite cuisine qui est à l'extérieur du studio. Enfin, dans le studio, mais pas sur le plateau. Ouais. Et en fait, c'est une cuisine de redressage. D'accord. Donc en fait, avant qu'on soit dégusté, on y va et on a selon l'épreuve 5 minutes, 2 minutes pour en fait redresser le même plat à l'identique. D'accord. Et là, ils sont hyper vigilants sur attention à pas nous remettre des petits trucs, à pas mettre le petit fleur de sel qui va bien et tout. Ouais. Vraiment, faut que ce soit à l'identique. Et ils nous disent voilà, c'est une compétition, il y a de l'argent à gagner à la fin, donc c'est comme ça. Ouais, bien sûr. Donc il est dans de bonnes conditions. Exactement. Ouais. Exactement. Donc en fait, le moment où tu finis de dresser et en fait, il y a juste le moment où le serveur vient et l'emmène pour être dégusté, quoi. Et alors, autre question à la con, parce que moi, ça fait 20 ans que je fais de la téloche, mais il y a quand même des trucs qui m'excitent comme le moindre téléspectateur. Quand vous levez les mains, ouais. Genre, plus personne ne touche quoi que ce soit. Plus personne. On est vraiment dans la Impossible. Seconde. Ouais. Oh, il est parfait. Mais par contre, parfois, t'as fini l'épreuve avant et ils te disent bon, vas-y, fais genre tu fais un truc, lève les mains. Lève les mains, putain, lève les mains, c'est maintenant. C'est quoi ton ambition pour après? Comment tu te projettes? Alors j'imagine qu'il y a une donnée évidente, c'est-à-dire que si la lame se soulève et qu'elle est orange ou si elle est ça va pas être le même scénario. T'as peut-être pas les mêmes projets, mais est-ce que tu peux nous dire vers où vont tes envies pour les temps à venir? Et là tu vas me dire que tu veux faire un break, que tu vas partir avec ta femme et ton enfant dans un van et que pendant un an tu vas plus du tout cuisiner. De l'histoire de Top Chef, c'est le seul mec qui n'a rien fait à faire. Bon, en fait je vais devenir ébéniste. Ah oui voilà, nickel. Ouais. Allez, salut. Parce que je suis arrivé au bout de quelque chose. Ouais, c'est ça. Merci, au revoir. Non, j'ai envie de rentrer en France. Là, je crois que la France me manque. Je trouve qu'on a un terroir magnifique. On a une culture magnifique. Les gens sont cool en France. On est des latins, quoi. Et ça me manque un peu ce côté latin. Et puis ouais, j'ai envie d'être proche de ma famille. Maintenant, je suis papa aussi, donc j'ai envie qu'ils connaissent ses grands-parents, parce que forcément en fait le fait de vivre à l'étranger, c'est beaucoup de sacrifices aussi. Ouais. Tu vois pas ta famille, tu vois pas tes potes, des potes d'enfance, je veux dire. T'es pas là pour. Il y a ma sœur, elle a eu son premier petit, je l'ai rencontré, il avait 2 ans. Tu vois, donc plein de choses comme ça en fait, on se rend pas compte, mais le fait de vivre à l'étranger, ça demande beaucoup de sacrifices. Tu veux renouer? Je veux renouer, je veux rentrer en France, vraiment, et j'ai envie de cuisiner en France. Et puis t'as envie d'indépendance? Ouais, j'ai envie d'indépendance, évidemment. Ouais, non, si je reviens en France, c'est pas pour bosser pour quelqu'un, ça c'est sûr. De toute façon, depuis que j'ai commencé à bosser à Cadeau, j'ai toujours dit que le jour où je partirais, j'ouvrirais mon truc parce que c'est impossible de bosser pour quelqu'un d'autre après. On pourrait en parler des heures du management là-bas, mais c'est un autre monde, quoi. C'est le paradis en fait. Ah oui. C'est le paradis du cuisinier. Tu bosses avec des produits de ouf, t'as des équipements de ouf, t'as tout ce qu'il te faut. T'es pas fatigué parce qu'il y a un vrai investissement sur le personnel. C'est pour ça que c'est cher aussi le menu là-bas. C'est parce que les gens en fait sont payés les heures qu'ils font et c'est enfin pour être honnête, je pense que ça n'existe nulle part ailleurs. Ouais. Dans un restaurant de ce niveau-là, d'être payé les heures que tu fais, quoi. Et ouais, voilà, et c'est un vrai confort et en fait je me vois pas du tout retravailler pour quelqu'un. Et je pense que honnêtement j'ai plus envie en fait d'être dans l'ombre de quelqu'un. Et est-ce que tu vas importer justement ces valeurs-là qui te paraissent aujourd'hui importantes et dans tes futures aventures, est-ce que tu as envie que ton restaurant s'inspire de ces méthodes de management ou de rapport au travail? Ouais, c'est évident. Enfin, c'est même pas une question, c'est comme ça que ça doit être en fait. Et puis de toute façon, je suis comme ça maintenant. Enfin, je veux dire, je me vois pas du tout mal parler à quelqu'un ou lui demander quelque chose qu'il est pas capable de faire. Parce que c'est ça aussi. Souvent dans les étoilés, c'est qu'il y a une réalité, c'est qu'en fait les mecs sont sous-staffés, ils ont pas les moyens. Enfin je veux dire, si les patrons pouvaient avoir du staff pour que tout le monde fasse 40 heures semaine et bosser sans pression, ils le feraient. Ils ont pas le choix, ça coûte trop cher.
ça coûte beaucoup trop cher. Sinon, ils sont obligés de mettre des menus à 500 euros et ils peuvent pas parce que personne viendrait. Ouais. Donc en fait, c'est aussi une réalité, c'est le marché qui veut ça. Et malheureusement, les chefs d'entreprise en France sont pas capables de le faire. Donc voilà, je pense ouvrir quelque chose. Sûrement pas un étoilé parce que encore une fois, si tu veux prendre soin de ton staff, je pense que c'est compliqué. Pourquoi ça implique trop de... Enfin, quand je dis étoilé, je veux dire un resto avec des ambitions d'étoilé. Ouais, trop d'implications. Trop de... Ouais, je crois qu'il y a ce truc de moi dans la nature paumé qui aime bien pas travailler aussi parfois. Et je me rends compte que avoir un gastro, ça demande énormément de sacrifices. Et je crois que je suis pas prêt à faire ces sacrifices. J'ai un enfant, c'est pas pour le voir une fois par semaine, quoi. Et ouais, j'ai envie de me consacrer à ma vie de cuisinier. J'ai envie de bosser avec mes potes. J'ai envie d'envoyer des belles choses. Parce que je pense que tu peux vraiment cuisiner avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de savoir-faire aussi, sans forcément que ça se voit, sans forcément tous les tralala et tous les froufrous. Juste envoyer quelque chose d'honnête dans l'assiette. Et j'ai envie de toucher les gens, mais de manière simple en fait. Et je sais pas encore quel format ce sera. Je pense que c'est encore trop tôt. Là, je suis encore dans mon taf au Danemark. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de cuisiner pour tous les gens qui m'ont suivi, en fait. Leur rendre, en fait, l'amour qu'ils m'envoient via Instagram, mais avec ma manière à moi, donc c'est dans l'assiette, quoi. Et là, en ce moment, je passe beaucoup de mes jours de congé à faire de la cueillette, mais pas pour le resto. Je suis en train de me faire une grosse banque de produits, et je vais tout lâcher sur Paname en rentrant en septembre. Trop bien. Ouais. Bon, tu vas gagner ? Je sais pas. Bon, je te le souhaite. Merci Clotaire. Merci à toi. Que voulez-vous que j'écrive en conclusion de cette rencontre ? Que l'homme est charmant ? Que Pierre Gagnère ne s'est pas trompé en lisant dans son regard la gentillesse et la bienveillance ? Que c'est un chef talentueux, imaginatif, promis à un bel avenir ? Qu'il est courageux d'avoir dit à ce micro ce que beaucoup ont vu ou vécu mais n'ont jamais formulé ? Que j'ai déjà reçu ici des chefs voyageurs, mais que là, il faut admettre qu'on est sur un spécimen. Allez, je vais trancher, car on pourrait dire 1000 choses sur l'épisode et l'histoire qu'on vient d'entendre. Mais la grande force de Clotaire, c'est sûrement celle qui l'anime depuis l'enfance. Celle de vouloir exister tel qu'il se sent, de trouver sa place, d'être qui il est et de l'être comme il l'entend, ou il le souhaite, entouré des gens qu'il choisit. C'est un pur, peut-être. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est cherché et qui, vous l'avez entendu, a eu à cœur de corriger des erreurs pour devenir meilleur. Et les épreuves ont été nombreuses. Et en cuisine, quand on se cherche comme ça, quand on est capable de partir sans défense, découvrir l'étranger, quand on ne sait pas parler mais qu'on va quand même communiquer, eh bien, ça se traduit par l'inventivité. L'expérience, elle s'acquiert. Le temps, le travail répété façonne le geste et les savoir-faire, mais l'envie de découvrir et d'apprendre, si vous les entretenez, vous emmène plus loin. Il y a beaucoup de chefs qui savent, qui maîtrisent et qui, par leurs étoiles ou les couleurs de leur col, finissent leur carrière en répétant leurs certitudes. Et puis il y a des gens comme Clotaire, qui n'en finiront jamais de chercher, qui se moquent bien de l'inconfort et des lignes d'arrivée, et qui préfèrent le chemin, le savoir qu'ils partagent avec celles et ceux qu'ils ont croisés et qui deviendront des souvenirs précieux. Alors merci mon cher, d'avoir porté si longtemps tes semelles de vent pour voir davantage. Pour nous qui sommes restés parfois sur le rivage, merci d'être allé voir où tu étais, si tu y étais, car ta cuisine en cheminant à tes côtés s'est façonnée. Vous l'avez entendu, il a parlé de septembre, il a parlé de Paris. Alors en attendant qu'il pose pour de bon ses valises en France, peut-être aura-t-on la chance tout bientôt de découvrir l'univers singulier de Clotaire Poirier. On en oublierait presque que l'heure de la finale approche, et je suis sûr que, comme moi, vous avez maintenant un favori. Alors bonne chance, mon cher, et à très vite, ici ou là-bas. Bonne chance aussi à ton concurrent tout de même, Jorik Dorignac. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire, un nouvel épisode, un nouveau chef. Salut!